Célébration de la journée panafricaine des femmes, autonomisation de la femme, lutte contre la pauvreté au cœur des activités présidées par l'épouse du chef de l'État Keïta Aminata Maïga. Une journée qui aura aussi permis aux nombreuses associations de souhaiter plus d'engagement politique pour la femme malienne. L'aéroport de Bamako-Sénou est le premier en Afrique de l'Ouest en matière de sûreté et de sécurité. C'est l'avis des inspecteurs de l'Union européenne après une longue inspection des lieux. Un constat qui permet à Bamako-Sénou d'entrer dans le club des plateformes les plus sûres au monde. Lancement à Faïra, dans la commune rurale de Pelengana, en 4e région, de la camp nationale de reboisement pour 70 000 plants et 18 000 hectares d'enrichissement de la forêt classée. À l'occasion, un pacte de bonne gestion a été proposé aux femmes du monde rural en contrepartie d'activités génératrices de revenus. Bonsoir, merci de choisir nos programmes et bienvenue au journal. Autonomisation de la femme, lutte contre la pauvreté, c'est le thème cette année de la journée panafricaine des femmes. Placée sous la présidence de l'épouse du chef de l'État Keïta Aminata Maïga, la journée a été l'occasion pour les nombreuses associations de montrer leurs acquis et leurs perspectives. Le constat qui se dégage, c'est qu'il faut plus d'engagement politique pour que la femme malienne puisse s'épanouir totalement. Nyanya Aliou Traoré. Aujourd'hui, la femme malienne rurale veut des tracteurs pour travailler la terre. Dans le milieu urbain, la liste n'est pas exhaustive, mais elle montre des femmes qui veulent par exemple une plus grande représentativité au poste de décision. Ces souhaits sont le prolongement de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui n'ont pas hésité à faire de l'année 2015 année de l'autonomisation des femmes et du développement pour la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. Comment donc favoriser maintenant cette autonomisation? Les femmes répondent. Changer les stratégies parce que les anciennes stratégies que nous avons n'ont pas fonctionné totalement. Donc réfléchir à de nouvelles stratégies pour que nous puissions définitivement nous épanouir et participer au développement de l'Afrique. Pour être autonome, il faut être indépendant. Si je dis indépendant, c'est le fait de travailler et de pouvoir aussi prendre soi-même en charge. La célébration de la journée panafricaine 53e du genre sonne comme un gong. Celui du rappel de la place et du rôle prépondérant de la femme dans une société. En Afrique, les femmes constituent la force motrice du développement. Elles jouent un rôle productif important avec un impact direct sur les possibilités de développement du continent. Elles se battent contre la pauvreté au quotidien pour vivre, survivre et faire vivre leur famille. Il est grand temps, comme l'ont exprimé les femmes du Mali et les femmes d'Afrique, de changer et de faire bouger les lignes au profit des femmes et au profit de la nation tout entière. S'engager et initier des actions concrètes afin d'atteindre une société plus égalitaire. Oui, la femme est la gardienne des coutumes. Oui, une femme instruite vaut son pesant d'or. Et enfin oui, le gouvernement, particulièrement le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, selon le ministre de la Promotion de la Femme, se préoccupe des Maliennes et les veulent surtout émancipées et épanouies. Le gouvernement du Mali, à travers le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a décidé beaucoup d'actions. Il y a l'adoption de la politique nationale genre qui est maintenant concrétisée. Il y a également le programme d'intégration du genre dans les politiques et programmes nationaux, l'octroi d'un quota des terres aménagées aux femmes, le développement d'un programme de leadership féminin en adoptant le projet de loi sur la promotion du genre au niveau des instances électives et nominatives. La première dame a salué le courage des pionnières de la lutte et a demandé à la future génération de servir de relais. Nous devons œuvrer pour que le combat pour l'autonomisation et le leadership de la femme soit de plus en plus une réalité. J'adresse mes encouragements au secrétariat exécutif régional de l'OPF pour l'Afrique de l'Ouest et l'assure de notre disponibilité et de notre accompagnement pour la réussite de sa mission. Mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant à la promotion du genre et à l'autonomisation des femmes du Mali à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'Organisation panafricaine des femmes. Mes félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont maintenu le flambeau allumé il y a 25 ans
commençant par nos mères qui avaient très vite compris que tout projet de développement qui fait l'impasse sur l'autonomisation des femmes est voué à l'échec. Que Dieu nous donne la force d'être les dignes héritières de leur combat afin que les générations futures puissent, elles aussi, en assurer le relais. J'invite donc la jeune génération à poursuivre le combat des pionnières de l'organisation pour faire face aux nouveaux défis de l'Afrique pour un développement harmonieux et durable. Comme savent bien le faire les femmes, réunir les gens dans la cohésion et le respect, les communautés africaines vivant au Mali ont défilé dans leur tenue traditionnelle et salué le bon vivre dans notre pays. Le folklore n'a pas manqué à cette cérémonie. Riche en musique et surtout en rire, au grand bonheur de l'assistance. Voilà, nous restons donc avec les femmes qui ont célébré la panafricaine aujourd'hui, avec cette fois-ci la fin des travaux de 3 jours de la 2e édition du Forum de Bamako, genre et développement. Pour ce forum, la plateforme des femmes leaders du Mali avait pour objectif d'identifier les défis et les contraintes qui entravent la participation des femmes à l'émergence de l'Afrique pour l'horizon 2035. Occasion pour les femmes de la plateforme de porter à la connaissance du public de l'élection de l'honorable Aïdara Aïchata Cissé à la tête du focus des femmes parlementaires de l'Union africaine. 3 jours durant, les femmes leaders du Mali et d'ailleurs ont échangé sur plusieurs thématiques. L'objectif est d'identifier les contraintes et les perspectives d'avenir des femmes. À l'issue des travaux, les participantes ont formulé des recommandations. Créer des conditions acceptables afin que les jeunes filles méritantes venant de l'intérieur puissent suivre leurs études supérieures. Appliquer les conventions internationales ratifiées par les États pour éviter les mariages précoces des filles. Le soutien du chef de l'État en vue de l'adoption pratique de la loi pour augmenter les opportunités de participation politique, si possible avant les prochaines élections communales. Les débats ont suscité chez les participantes une prise de conscience des questions relatives à l'émergence des femmes. Nous avons beaucoup d'instruments aujourd'hui qui doivent nous permettre d'être plus présentes dans les instances de prise de décision. Pas pour figurer, mais pour apporter une contribution dans le sens de la recherche de la paix, réinstaurer la cohésion sociale. Quand on voit qu'au niveau de la société civile, au niveau des ONG féminines, on peut même dire qu'au niveau du gouvernement, il y a un engouement pour qu'enfin on reconnaisse la valeur des femmes, on reconnaisse que les femmes peuvent se battre, que les femmes peuvent réussir des missions et que maintenant l'Union africaine a décidé de faire de cette année 2015 l'année de l'autonomisation de la femme. En tant que parlementaire, je ne peux qu'être comblée. Et à la présidente de la plateforme d'exprimer toute sa satisfaction vu la qualité des échanges. Le forum a été un succès, non seulement par rapport à la mobilisation, parce que nous avons enregistré près de 400 délégués venus du Mali, de l'Afrique et des Caraïbes, mais aussi par la qualité des travaux. L'objectif de cette rencontre, c'était d'identifier, ou en tout cas de faire l'état de lieu de nos défis. Les défis actuels et les défis même du futur. Plus de 450 personnes composées de chercheurs, des élus, des responsables et leaders d'associations maliennes, africaines et internationales ont participé à ces rendez-vous de Bamako. Le Mali et la Suisse renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation non formelle. Les 2 parties ont signé ce matin une subvention d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA destinée à l'insertion de plus de 10 000 jeunes non scolarisés ainsi que la formation de 3 000 adultes. Compte rendu de Daouda Sidiki Diarra. Cette convention d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA est accordée à notre pays par la Suisse. Ces fonds sont destinés à l'un des secteurs importants dans le développement du Mali. Il s'agit de l'éducation non formelle. Ce programme a été conçu pour une durée de 4 ans et se focalise sur les régions de Tombouctou, Mopti et Sikasso. L'objectif général du programme est d'alphabétiser et d'insérer socio-économiquement environ 10 000 enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés, ainsi que l'alphabétisation de 3 000 adultes. Dès la rentrée scolaire d'octobre prochain, le programme soutiendra les efforts du gouvernement du Mali pour la reprise de l'école sur tous les territoires maliens, y inclus les zones post-conflit. L'éducation non formelle que notre programme soutient
devient donc un sous-secteur crucial à développer au Mali afin d'apporter une solution à ces milliers de jeunes sans éducation ni formation adéquate pour améliorer leurs perspectives de vie. Selon les rapports à mi-parcours du cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté, les indicateurs de l'éducation au Mali sont très faibles. Et pour preuve, le taux brut de scolarisation est de 69% et 48% des élèves n'arrivent pas à terminer le cycle primaire. Ce programme vient alors au moment opportun. Une subvention répartie comme suit. Une contribution sous forme d'appui direct pour le développement du secteur de l'éducation non formelle et d'appui budgétaire sectoriel décentralisé destiné au cofinancement des plans d'action des collectivités territoriales et des services techniques centraux et déconcentrés concernés par le programme d'appui à l'éducation non formelle pour un montant d'1,575 milliard de francs CFA. Une subvention destinée aux frais de mise en œuvre d'innovation pédagogique, aux frais de prestations liés à la mise en œuvre et à l'accompagnement des partenaires, aux frais d'audit, de monitoring et de suivi-évaluation portant sur une enveloppe de 4,699,800,000 francs CFA. Il convient de rappeler que la première phase du programme d'appui à l'éducation non formelle a été signée le 18 juillet 2011, ce qui a permis d'accompagner de nombreux jeunes dans leur formation et dans leur insertion socio-professionnelle. Les experts maliens et mauritaniens sont en conclave à Bamako. Ils finalisent le processus de démarcation de la frontière commune. L'objectif est de permettre une meilleure cohabitation entre les administrations et les populations frontalières. Les deux délégations réfléchissent aussi aux défis qui se posent aux pays du Sahel, dont le terrorisme, la contrebande et les trafics de tout genre. La rencontre de Bamako fait suite à celle tenue en 2014 à Nouakchott en Mauritanie. Compte rendu de Bourama Traoré. Après Nouakchott en 2014, les experts maliens et mauritaniens se retrouvent à Bamako pour leur deuxième rencontre. Au menu, les questions de coopération administrative et de sécurité frontalière. Les deux délégations se penchent aussi sur les questions de délimitation et de démarcation de la frontière commune. Je puis, dès lors, Monsieur le ministre et chers frères, affirmer que, grâce à vos aptitudes personnelles et à votre souci de répondre aux aspirations légitimes de nos peuples, nous serons en mesure de mettre un terme au processus de démarcation de la frontière qui a franchi toutes les étapes nécessaires à sa finalisation. Le Mali et la Mauritanie partagent plus de 2000 km de frontières selon certaines sources. Pour permettre une meilleure cohabitation des administrations et populations frontalières, la finalisation du processus de démarcation de la frontière devient ainsi un passage obligé. C'est tout l'enjeu de la rencontre de Bamako. Notre rencontre d'aujourd'hui est, dans notre sens, une rencontre de famille, entre frères. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne des concertations permanentes aux fins de prévenir et de transcender les écueils inhérents à toute cohabitation. Cette rencontre nous permettra d'enregistrer des avancées sur les points essentiels des relations de coopération transfrontalière. La rencontre de 2 jours doit déboucher sur l'adoption d'une feuille de route, laquelle servira d'un document de base pour finaliser le processus de démarcation de la frontière commune. Le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, était ce matin l'invité de l'émission Forum de la presse. À cette occasion, il a estimé que les conditions de notre relance économique sont réunies. Les signaux sont au vert et pour le ministre Diarra, c'est à chaque Malien d'être le segment de cette relance. Il l'a dit au micro de Seydou Baba Traoré. Nous-mêmes, nous faisons le reproche de ne pas suffisamment communiquer. Les conditions de la relance de l'économie malienne sont désormais réunies. Il nous appartient maintenant de bien gérer. Ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, dans le domaine de la corruption, ça, on peut perdre beaucoup de temps pour ça. Mais j'estime qu'il y a des structures appropriées qui sont en charge de ça. La justice est saisie de telle ou telle conclusion, de tel ou tel rapport. C'est à elle de faire son travail. Mais nous devons, en fait, nous-mêmes nous dire que celui qui pose un certain nombre d'actes, mais il le fait contre l'intérêt de notre pays. Et ça, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ni un autre membre du gouvernement qui peut mettre un terme à ça. C'est un comportement de tous les jours. C'est un état d'esprit. Chaque Malien doit se dire que nous devons éviter des mauvaises dépenses.
il faut que la dépense publique soit efficace. Nous devons éviter le gaspillage. Quand nous sortons de cette salle, nous devons éteindre la lumière. Nous devons réparer les canalisations sur lesquelles il y a des fuites. Nous devons veiller à notre environnement pour avoir moins de dépenses dans la santé. Nous devons traiter l'eau. Il y a une multitude de choses à faire. Mais chacun, je vous assure, chacun, pris individuellement, peut et doit contribuer à une meilleure gestion de notre pays. Nous sommes l'un des rares pays à avoir un taux de transposition de plus de 60% des mesures communautaires. C'est vrai, les Maliens sont un peu partout, mais notre État est un bon élève de l'intégration sous-régionale. Mais notre pays est la 3e économie de l'Union. Je voudrais que chacun le sache et chacun en soit fier et que chacun contribue à ce que cette place demeure. Cela ne peut se faire que par l'exemplarité des agents économiques maliens. Aujourd'hui, les équipes du Fonds monétaire international, la direction générale du Fonds monétaire international ont une pleine et entière confiance en notre pays. Et la Banque mondiale, qui est également notre partenaire traditionnel, a décidé d'amplifier ses interventions. Voyez-vous, d'ici la fin de l'année, nous avons, en termes de mobilisation, pratiquement 150 milliards que nous sommes supposés pouvoir faire si tout se passe bien, si personne ne vient perturber cet élan sur lequel nous sommes. Donc, nous sommes en train de discuter sur les appuis budgétaires de l'exercice 2016. Tous les partenaires du Mali, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les amis du Mali sont désormais au chevet du Mali. Voilà, bonne nouvelle donc du côté des finances. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien dans l'émission Forum de la presse sur votre télévision nationale demain samedi à partir de midi. L'aéroport de Bamako-Sénou est le premier en Afrique de l'Ouest en matière de sûreté et de sécurité. C'est l'avis des inspecteurs de l'Union européenne après une longue inspection des lieux. La structure a reçu la validation RA3. C'est un label qui permet à l'aérogare Fret de Bamako et son partenaire, l'assistance aéroportuaire du Mali, d'entrer dans le club des plateformes les plus sûres au monde. Compte rendu de Lamine Keita. Longtemps considéré comme un pays à risque, le Mali vient de franchir un palier supplémentaire dans la sécurité des affaires. En effet, l'aéroport international de Bamako-Sénou a bénéficié depuis août 2014 de la validation RA3 qui est le couronnement d'un changement. Cela permet à l'aérogare Fret de Bamako et son partenaire Assistance aéroportuaire du Mali, ASAM, de garantir un processus en termes de sécurité et de sûreté qui correspond aux règles internationales de l'aviation. Nous, on est très fiers d'avoir obtenu la validation RA3. Donc la validation RA3, c'est le couronnement de tout un processus qui permet à Bamako et à Azam de garantir un processus en termes de sécurité et de sûreté qui correspondent aux règles internationales. Le transport aérien est excessivement réglementé et Bamako, grâce à Azam, est devenue une plateforme, une des premières en Afrique et la première en Afrique de l'Ouest où l'exportation est autorisée et facilitée grâce à cette validation. Ce titre est le résultat d'un long processus où plusieurs partenaires ont participé. Je vais commencer d'abord par la douane, la direction des aéroports, la police et la gendarmerie, et particulièrement les agents et les travailleurs de Azam. Ce test-là, quand même, va dans la ligne droite de ce que les autorités nous ont donné comme instruction. C'est la conformité aux normes internationales. Au-delà de cette certification, il y a la certification qualité ISAGO aussi qui est en cours, qui doit aussi terminer d'ici février-mars 2016. Il y a la certification de l'aéroport de Bamako aussi qui est en cours, aussi, qui doit aussi finir d'ici décembre 2015. En plus de ça, il faut reconnaître que l'aéroport de Bamako-Sénou reçoit régulièrement les missions de vérification, les missions d'audit, les missions d'inspection des structures sous-régionales, internationales, européennes et même des États-Unis. Le préalable, c'est d'abord une formation adéquate du personnel, une habilitation aussi d'une partie du personnel chargé de manipuler le fret vers l'avion. Il faut aussi des infrastructures telles que du matériel. On peut énumérer
rayon X et puis le détecteur de traces d'explosifs, qui sont des éléments que nous utilisons pour inspecter et filtrer les marchandises. Ces inspections sont effectuées par la douane, qui est chargée par l'application de la sûreté, par le programme national de sûreté nationale. Et nous veillons à ce que toutes ces procédures soient appliquées. Et au bout de ces procédures, de l'application de ces procédures, il est délivré un certificat de conformité qui permet aux produits d'être reçus correctement dans la zone européenne sans problème. La collaboration avec l'ASAM est parfaite. Chacun joue son rôle suivant les normes. Et nous voulons vraiment préciser que la direction de l'ASAM est très tatillon sur ce rôle. Ils nous mettent en garde sur le respect de ces normes et c'est sur ces normes-là que nous travaillons à côté de nos fonctions douanières. Cette distinction offre de nouvelles perspectives pour les affaires au Mali. On va permettre aux acteurs économiques de faciliter les exportations vers l'Europe et au-delà, ou via l'Europe et certaines plateformes européennes. Donc c'est une formidable opportunité pour développer économiquement certains produits qui peuvent trouver des débouchés dans le monde entier. Les activités de l'aérogare fret de Bamako, basées essentiellement sur l'importation, pourraient s'orienter désormais vers l'augmentation du taux d'exportation. La campagne nationale de reboisement pour 70 000 plants et 18 000 hectares d'enrichissement de la forêt classée a été présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, représentant le Premier ministre. À l'occasion, Mohamed Ag Erlaf a proposé un pacte de bonne gestion aux femmes du monde rural. En échange, il leur sera fourni des activités génératrices de revenus. La cérémonie de lancement a eu lieu à une quinzaine de kilomètres de Ségou à Faïra, dans la commune rurale de Pelengana. Le compte-rendu de Tchédje Moussa Kamara et de Moïse Traoré. La campagne de reboisement 2015 se fixe un objectif de réalisation de 70 000 hectares de plantation et 18 000 hectares d'enrichissement de forêts classées. L'espace protégé de Faïra, à une quinzaine de kilomètres de Ségou, reçoit la cérémonie sur un site où le ministre représentant le Premier ministre met en terre une espèce locale. Oui, j'aimerais confier la forêt aux femmes, parce qu'elles sont les premières à souffrir du manque de bois de chauffe. Elles sont les premières à souffrir du manque de compléments nutritionnels qu'elles tirent de la forêt. Ce pacte, je le propose aux femmes et au nom du gouvernement, je l'étayerai par des activités liées à la forêt, génératrices de revenus. Premières à souffrir du manque de bois énergie, elles devront veiller à la bonne gestion de la ressource et à la préservation des espaces reboisés. Nous sollicitons le montage et la recherche des financements d'un projet de restauration de la faune et de la flore des deux forêts. Ces derniers constituent naturellement les poumons des cités de Pelengana et de Ségou, dont les populations s'envolent vers le million. Le ministère de l'Environnement s'engage à réaliser dans les forêts classées en restauration au moins 2 puits à grand diamètre équipés par dizaines d'hectares pour permettre aux femmes de pratiquer le maraîchage afin de contribuer à l'amélioration de leur nutrition tout en créant des richesses. C'est sous une pluie battante que le représentant du Premier ministre et son collègue du développement rural ont dû mettre des plants en terre. Les anciens ministres et parlementaires n'ont pas été épargnés par l'averse. C'est au pied de la colline de Kita, en première région cette fois-ci, que l'opération 2100 jeunes entrepreneurs du Mali a été lancée ce vendredi, initiée par le département de l'emploi. Ce projet concerne les jeunes non scolarisés ou déscolarisés de 15 à 35 ans sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement a été l'occasion pour les ministres et le partenaire financier d'appeler les jeunes et surtout les jeunes filles à se mobiliser autour de ce projet. Envoyé spécial à Kita, Mamourou Sidibé et Idrissa Traoré. L'opération 2100 jeunes entrepreneurs qui vient d'être lancée à Kita est un projet structurant destiné aux jeunes non scolarisés ou faiblement scolarisés. Son objectif de développement est d'améliorer l'éducation et la formation pour l'employabilité et les possibilités de création d'emplois pour les jeunes de 15 à 35 ans sur l'ensemble du territoire national. Cette opération va donc permettre de former des jeunes en entrepreneuriat, appuyer les jeunes formés pour l'élaboration de plans d'affaires simplifiés
fournir des fonds de démarrage à ces jeunes pour un montant de 200 000 francs par jeune, à peu près 400 dollars américains, accorder des microcrédits aux jeunes pour un montant moyen d'environ 1 million, fournir l'assistance opérationnelle et l'encadrement sur 12 mois. La question de l'emploi est une priorité du gouvernement du Mali. C'est pourquoi, avec l'appui des partenaires financiers, les actions sont résolument orientées vers l'atteinte de l'objectif de 100 000 emplois promis par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. La mise en œuvre du projet PROSEJ, qui cible à couvrir tout le territoire malien, permettra de faire face aux problèmes d'emploi pour les jeunes non scolarisés, sans emploi et qui sont marginalisés. Nous y avons alloué un montant au départ de 6 milliards de francs CFA pour cette activité spécifique. Nous sommes prêts, Monsieur le ministre, à tripler, voire à quadrupler ce montant si les résultats sont au rendez-vous. Le maire de Keïta a remercié le gouvernement pour le choix porté sur sa commune pour lancer un tel projet. Une véritable réponse au chômage des jeunes en cette période de crise généralisée. Le projet ainsi lancé, l'engouement et la disponibilité des jeunes sont vivement sollicités par les initiateurs de ce projet innovant. Première région, toujours 20 tonnes d'or ont été produites par le complexe minier Loulo-Gounkoto en 2014. C'est ce qui ressort du conseil d'administration du complexe tenu ce jeudi à Loulo. Pour joindre l'utile à l'agréable, le docteur Marc Bristow, PDG de Randgold, a inauguré 3 salles de classe construites et équipées par la mine à Moribanda. Il a également remis un tracteur de 39 chevaux au village de Sintedougou. Reportage de Jafar Aydara. En 2014, le complexe Loulo-Gounkoto a produit 20 tonnes d'or, ce qui est une première depuis l'ouverture des 2 mines. Ces résultats ont été présentés par le PDG de Randgold, Marc Bristow, lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à l'issue du conseil d'administration. Des résultats obtenus grâce aux gros investissements consentis par le complexe, qui a par ailleurs injecté plus de 2,1 milliards de dollars dans l'économie du Mali. On a un profil de production sur les 5 prochaines années qui va se stabiliser autour de 700 000 onces. Mais notre objectif, c'est d'avoir plus de 600 000, c'est-à-dire maintenir ce cap sur les 10 prochaines années. Malgré cet exploit, la production fut affectée cette année par les délestages combinés à l'installation de l'interrupteur de voltage, la mauvaise distribution de l'oxygène et l'installation des agitateurs et cathos pour améliorer la distribution de l'oxygène, entre autres. En marge de ce conseil, le docteur Marc Bristow a inauguré dans le village de Boribanda 3 salles de classe construites et équipées par la mine pour un coût de plus de 28 millions de francs CFA et a remis au village de Saint-Edougou un tracteur de 39 chevaux. On a toujours dit que quand on vient pour miner une zone, on crée de la valeur. Et pour lui, quand il crée de la valeur, toutes les parties prenantes doivent en bénéficier. Le gouvernement, les investisseurs qui ont mis leur argent, qui ont risqué leur argent, la trésorerie du gouvernement, mais surtout la communauté locale. L'objectif du complexe Loulo-Gounkoto est de développer les infrastructures et équipements agricoles, promouvoir l'accès au crédit et au financement des communautés, entre autres. Enfin, Bristow a déclaré que Randgold Ressources reste déterminé à travailler en partenariat avec le gouvernement et le peuple malien pour bâtir l'industrie et en tirer des avantages. En deuxième région, une mission de la commission santé de l'Assemblée nationale a effectué une visite de terrain dans le cercle de Kati. C'était pour constater l'état de santé des populations des communes de Djedougou, Torodo et Daban. La mission est une initiative de World Vision Faladje qui couvre le secteur. La visite a permis aux membres de la commission santé d'échanger avec les populations sur les sujets concernant leur santé, surtout en cette période d'hivernage. Reportage de Ousmane Koïta. La commission santé de l'Assemblée nationale veut s'imprégner des réalités sanitaires des communes de Djedougou, Torodo et de Daban. Cette mission est commanditée par l'ADP Faladje de World Vision. Elle s'inscrit dans le cadre des activités de la campagne dénommée Santé les enfants d'abord. Il a été jugé utile que les députés, les honorables députés effectuent une visite de terrain pour apprécier de visu la contribution de World Vision auprès du gouvernement dans le domaine de la santé, notamment dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous sommes au CESCOM de Torodo. Ici, il n'y a pas d'électricité. Les tôles sont trouées et la terrasse est en mauvais état.
La deuxième étape de la visite a concerné Zéla. La mission a encouragé la population à garder les bonnes habitudes d'hygiène. À Daban, des efforts ont été faits pour améliorer la santé des populations, mais beaucoup reste à faire dans le domaine de la référence et évacuation. Les problèmes au niveau de la référence donc, sont de plusieurs ordres. Donc il y a des problèmes qui relèvent donc, du transport même donc, des patients. Donc l'ambulance, les problèmes d'ambulance, mais il y a des problèmes aussi d'organisation, de contribution, donc des différents partenaires qui sont associés pour financer cette référence. La référence donc ne revient pas seulement à l'État. Nous sommes là dans le cadre d'une visite de terrain initiée par World Vision. On a eu à visiter deux CSCOM, le CSCOM de Torodo et le CSCOM de Daban. Les deux exemples qu'on a vus, on voit que vraiment on n'est pas sur un terrain vide, les intéressés même sont très impliqués là-dedans. Et ça, c'est une chose à saluer. La société civile, les autorités administratives et politiques ont salué la présence des responsables de World Vision en compagnie des membres de la commission santé de l'Assemblée nationale. Nous restons avec les élus pour parler de la seconde étape de la visite de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a concerné la justice de paix de Bla et le tribunal de première instance de San dans ces localités. Les difficultés s'appellent manque de personnel et d'équipement. La délégation parlementaire s'est également rendue sur les chantiers du nouveau bâtiment du tribunal de première instance de San. Compte rendu de notre envoyé spécial, Moussa Fane. Après l'étape de Ségou, la commission loi de l'Assemblée nationale s'est rendue à Bla et à San. Le juge de paix de Bla et les députés ont échangé sur les conditions de travail des agents. Ici, plusieurs difficultés ont été évoquées, notamment la conservation des archives et le manque d'équipement. Selon le juge de Bla, l'accès au logo de la justice est très difficile en saison de pluie. La juridiction, même sur un plan géographique, est située dans un bas-fond. Et pendant la saison hivernale, donc il y a l'inondation. Souvent il y a l'eau qui rentre souvent dans les bureaux, jusqu'à hauteur de plus d'1 mètre du soir à prouver cela. À cela s'ajoute effectivement vraiment le problème d'électricité. La délégation a visité les sentiers du tribunal de la première instance qui accuse du retard selon le procureur. L'ancien bâtiment qui date de 1946 est dans un état délabré. La structure qui doit abriter le tribunal, effectivement, est en chantier. C'est une nouvelle construction qui est en chantier, qui a accusé trop de retard. Et je pense que les délais d'exécution n'ont pas été respectés. Ça, il faut le dire, parce qu'un chantier qui a débuté depuis 2013 et jusque-là, qui n'est qu'à peut-être 60%. Et je pense que 60-70%, je pense que les délais d'exécution n'ont pas été respectés. Et vous avez vu les locaux que vous avez visiter, vu que c'est très exigu, les conditions ne répondent pas à un tribunal d'instance. Les conditions dans lesquelles les gens sont en train de travailler, c'est des conditions extrêmement dures et très très délicates. Vraiment, c'est dans les conditions que les gens essaient d'utiliser l'effort d'eux-mêmes, faire un travail très très impeccable, vu vraiment les conditions, ils ne sont pas dans les conditions de sécurité. Et les moyens mis à leur disposition ne permettent pas de faire quoi que ce soit à San ou à Bla. L'archivage, ça ne marche pas. Les gens sont exposés à tous les risques. La délégation a rencontré les responsables de la brigade de la gendarmerie de Bla et ceux du commissariat de police de San. La célébration de la fête nationale du Maroc a été marquée par plusieurs activités ici au Mali. Parmi elles, cette réception organisée par l'ambassadeur du Maroc au Mali. Réception au cours de laquelle les deux parties ont dévoilé les domaines de coopération, au nombre desquels on peut évoquer la formation professionnelle, l'agriculture, l'industrie et surtout la sécurité. Youssouf Diakité. Le Maroc a célébré ce jeudi 30 juillet 2015 sa fête nationale appelée Fête du Trône. À cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Mali a organisé une réception qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement malien, avec une présence de taille, l'ancien président de la République, professeur Dioncounda Traoré, témoignage de la santé de la coopération entre le Mali et le Maroc. C'est au nom de cette fraternité que le Maroc œuvrera toujours pour la paix durable, rien que la paix et le développement du Mali. Ceci est d'autant plus et autant motivé par le souci de concrétisation des conventions et accords signés devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta
à la faveur des 2 visites royales. C'est aussi la traduction en projet porteur de valeur ajoutée. La formation en cours de 500 imams maliens, l'appui à la production laitière et la production de viande à travers l'amélioration des espèces animales par une large campagne d'insémination artificielle, et ce pour réduire la facture d'importation de produits laitiers au Mali. La construction et l'opérationnalisation d'une polyclinique pour enfants, et ce avec des technologies de pointe. La préparation d'un projet de formation professionnelle de grande envergure et dans plusieurs filières identifiées par la partie malienne. C'est la construction en cours de la cimenterie de Diago. La présence effective de Sa Majesté à la cérémonie d'investiture du président de la République du Mali le 4 septembre 2013 à Bamako et sa visite d'État en février 2014 en sont la parfaite illustration. La coopération entre nos 2 pays touche des secteurs aussi importants que variés tels que l'économie et le commerce, l'artisanat et le tourisme, la culture et l'éducation, les mines, l'énergie et l'eau, l'équipement et le transport, la communication et les nouvelles technologies de l'information, l'agriculture, la santé ou encore la défense et la sécurité. L'ambassadeur s'est réjoui du fait que la coopération entre le Mali et le Maroc évolue positivement pour répondre aux attentes des 2 pays. Joyeux anniversaire donc au Maroc. C'est demain, 1er août, qu'est célébrée la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Pour cette édition, le thème retenu est allaitement et travail. Nous vous proposons un extrait du discours du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Mes chers compatriotes, chaque année, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre du 1er au 7 août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cela dans le but de donner une visibilité à l'allaitement et de permettre à chacun d'exprimer son soutien à ce qui est aujourd'hui une préoccupation internationale de santé publique. Cette semaine commémore la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel signé par l'OMS et l'UNICEF en août 1990. Chers compatriotes, les bienfaits de l'allaitement maternel sont nombreux et importants, autant pour la santé de la mère que pour celle de l'enfant. Allaiter est un geste naturel, une vraie richesse, un échange exceptionnel entre le bébé et la maman. Les acteurs de la santé célèbrent aujourd'hui la 28e journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé. À cette occasion, ils échangent sur le thème « La téléphonie mobile occupe une place de choix dans l'amélioration de la performance de la surveillance épidémiologique ». La commémoration de cette journée, le 9 juillet de chaque année, vise à faire mieux connaître l'organisation et promouvoir des thèmes d'activité dans le domaine de la santé. Agali Agissa. La journée du 9 juillet est dédiée à l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il s'agit de faire le bilan des activités réalisées et mieux faire connaître l'organisation au public. Cette année, le Mali a célébré la journée en retard et cela s'explique par le programme très chargé de la directrice nationale de la santé, point focal de l'organisation. Tous les services centraux du ministère de la Santé bénéficient de l'appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé et ils font le financement dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la médecine traditionnelle. Actuellement, nous avons notre équipe qui est au niveau de Ouagadougou pour le premier forum organisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Plusieurs sujets relatifs à l'épidémiologie sont au centre des discussions des spécialistes. Les thématiques qui permettront de mettre en relief l'importance de l'utilisation des outils de la technologie dans la prévention des épidémies. Les dernières évolutions de l'actualité mondiale montrent combien la maîtrise des technologies de l'information et de la communication est importante, voire indispensable pour un pays et plus spécifiquement pour le développement harmonieux des populations. Ce choix a été déterminé, entre autres, par le formidable développement du secteur de la communication au Mali,
qui a connu d'énormes progrès durant ces dernières années. Sans une stratégie de communication efficace et de mobilisation des communautés, la population locale ne peut adhérer efficacement à la lutte contre les épidémies. L'Organisation ouest-africaine de la santé est créée il y a 28 ans par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un dialogue multi-acteurs sur la responsabilité de protéger a débuté hier jeudi à Bamako à la faveur d'un atelier. Il est initié cet atelier par le Centre national, le Centre mondial pour la responsabilité de protéger RDP et le réseau ouest africain pour l'édification de la paix. La rencontre vise la protection des civils dans les situations de crise de masse au Mali et en Afrique de l'Ouest. Reportage de Nou Sissoko. Le principe du devoir de protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a été adopté en 2005 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le Centre national pour la responsabilité de protéger RDP et le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP s'attellent à sensibiliser la population sur la RDP. Nous voulons quand même faire un état des lieux sur la responsabilité de protéger au Mali. Depuis la crise, est-ce qu'il y a eu des exactions? On va réfléchir sur cela. Quelles sont les dispositions prises par les autorités et les organisations de la société civile, en tout cas par tous les intervenants au niveau national pour protéger les civils dans les situations de conflit et en situation post-conflictuelle. Les participants échangeront également sur les pratiques et les politiques actuelles en place afin d'améliorer la protection des civils. Nos attentes des participants, c'est d'abord un partage d'expérience, un partage d'informations afin que nous puissions voir ensemble et réfléchir pour formuler des recommandations qui vont servir non seulement les autorités mais nous aussi acteurs de la société civile dans le cadre de la protection des civils. Le Mali, en sa qualité d'État membre de l'organisation internationale, s'est attelé à faire de la protection de sa population une réalité au quotidien. Au nombre des actes posés, l'on peut citer les États généraux de la sécurité et de la paix au Mali, aboutissant sur de nombreuses recommandations dont une vision de la sécurité fondée sur la sécurité humaine. Cet atelier de 2 jours regroupe les agents de l'État, les acteurs politiques, les représentants de la société civile, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la MINUSMA, entre autres. Environ 1500 hommes du nouveau bataillon burkinabé appelé Gondal sont installés à Djabali par le commandant de la force MINUSMA qui vient d'y effectuer une visite suivie par notre envoyé spécial, Amous Maïla. Un nouveau bataillon burkinabé est désormais installé à Djabali. Baptisé Gondal qui signifie fraternité en pelle, ces hommes sont chargés de sécuriser les secteurs. Les commandants de la force MINUSMA viennent de rendre visite aux éléments sur place. Je pense que maintenant, ça sera bien comme on a rempli tous les forces qu'on peut avoir des infanteries pour l'instant, et on peut commencer de faire les opérations sur Ber, Gundam, Tombouctou, l'air. On a ce qu'on peut avoir par rapport à l'infanterie, mais après on va chercher un peu plus dans les logistiques et les hélicoptères. Nous sommes ici à Djabali pour sécuriser la zone qui nous a été confiée par des patrouilles, par des escortes, en vue de dissuader toute infiltration ennemie, repérer l'ennemi et sécuriser les populations de notre espace qui nous a été confié. La MINUSMA nous met les moyens à notre disposition afin que nous puissions effectuer notre mission tranquillement. Les Nations Unies ont été commis de se déployer pour venir en appui à l'État malien dans le cadre du travail qui doit être mené pour le maintien de la paix dans ce pays qui en a tant besoin. Et dans ce cadre, il y a un volume d'effectifs en personnel militaire qui était requis. Et c'est donc dans la constitution, la montée en puissance de ces effectifs que ce bataillon est venu pour renforcer le secteur ouest dans le cadre des opérations de protection des populations civiles. Cette visite du commandant de la force MINUSMA va remonter le moral des troupes sur le terrain et rassurer les populations civiles.
Page noire de ce journal, le président d'honneur de l'UMRDA Fasodiki Basidiki Kone a été inhumé cet après-midi au cimetière de Nyarela. Le défunt, conseiller du chef de quartier de Nyarela, a mené plusieurs combats pour l'avenir politique du pays. Les hommages lui ont été rendus en présence de plusieurs cadres du pays. Compte rendu de Bédi Kone. C'est un témoin de l'histoire politique et économique du Mali qui s'en est allé. Décédé le jeudi 30 juillet 2015, le corps de Basidiki Kone a été porté à sa dernière demeure ce vendredi. Né en 1927 à Bamako, Basidiki Kone a été respectivement président des commerçants détaillants du marché rose de Bamako, président d'honneur de Djoliba Athletic Club et président d'honneur de l'UMRDA. Les compétences et qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays lui ont valu d'être cité en exemple parmi les plus méritants fils de la nation et d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre national cette année même, en 2015. Militant du parti UMRDA Fasodiki depuis sa création, Basidiki Kone, affectueusement appelé doyen par ses amis, laisse derrière lui des compagnons inconsolables. Basidiki Kone a été de toutes les luttes, de tous les combats. Aujourd'hui, nous ne pouvons que lui rendre un hommage mérité, un hommage méritoire. Je retiens du doyen, le feu Basidiki Kone, l'image d'un patriote, l'image d'un militant engagé pour la cause de l'unité nationale, de la concorde et de la solidarité. Je retiens de cet illustre disparu l'image d'un homme de pardon. Des hommages de son rang lui ont été rendus. Médaillé du mérite agricole, chevalier de l'ordre national du Mali, le conseiller du chef de quartier de Nyarela repose désormais au cimetière de Nyarela. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. Dort en paix. Et puis cette nouvelle apparition, le groupe Guapoulou, éditeur de Le Reporter et Le Reporter Mag, met sur le marché un numéro spécial consacré au parcours de Bako Dayon. Ce numéro fait aussi un clin d'œil à certains pionniers de l'art et de la culture dans notre pays. Il est disponible donc depuis ce vendredi dans vos kiosques, chez vos marchands de journaux, au prix de 1000 francs CFA. Une partie de la vente sera destinée à la famille de l'illustre disparu. Voilà, puis cette nouvelle sportive Afro-Basket de moins de 16 ans garçons au compte de la deuxième journée, vous l'avez suivi en direct sur vos antennes. Le Mali a battu l'Algérie par 73 à 47. Les autres résultats enregistrés au cours de cette journée, la Tunisie a été battue par l'Afrique du Sud 57-51. L'Angola a dominé l'Éthiopie 79-64. L'Égypte gagne devant le Rwanda 95-36. En ce moment, la Guinée équatoriale est en train de jouer contre le Nigeria. Puis demain, en troisième journée, le Mali affrontera le Nigeria à partir de 18h. C'est un match que vous pourrez suivre en direct sur votre télévision nationale. Toutes les rencontres, faut-il le rappeler, se jouent au Palais des Sports de la CI 2000. La mise en place d'une zone de développement dans le nord conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, l'inventaire du patrimoine immobilier de l'État, ce sont les sujets abordés à la primature par le conseil de cabinet. Un conseil de cabinet qui a été présidé par le Premier ministre Modibo Keïta. À suivre donc après ce journal l'intervention de Shogel Kokalamaïga, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.